Bonjour mon cher Luc. Bonjour Sylviane, bonjour à tous. Eh Heureux bien d'être avec vous. alors, je suis vraiment très très contente déjà qu'on se retrouve, hein, parce que ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vu ni par Skype ni des visu, hein, parce que j'ai reçu des éditions Très Daniel, la deuxième édition actualisée et augmentée de ton livre Cancer, les chemins de guérison. Et vraiment, alors bon, effectivement, c'est un sujet qui n'est pas très drôle, mais le livre est absolument extraordinairement alors, bien écrit. Bon, oui, ça on le sait. Hein, tu écris bien, tu m'as fait une très belle préface un jour, donc je sais que tu écris bien. Mais il est présenté d'une façon, alors bon, très attrayante. Pour les bigleux comme moi, eh ben, je le trouve bien, il est clair et tout, pas pathos du tout. Et donc, qu'est-ce qui fait que alors c'est deuxième édition actualisée et augmentée? Pourquoi augmentée? Pourquoi augmenter? Parce qu'en fait, les choses avancent et puis je me suis aperçu que j'avais survolé certains domaines et j'ai voulu les approfondir. Je pense en particulier avec les nouveautés qu'il peut y avoir au niveau des soins conventionnels et je parle aussi des différentes plantes ou nutriments qu'on peut proposer dans le cancer et on entend tout et n'importe quoi. Oui. Donc, le meilleur comme le pire. Donc, faire un petit peu le point juste par rapport à ça pour essayer d'éclairer la personne parce que j'ai écrit véritablement pour les personnes qui sont malades, mais ça peut être aussi très intéressant pour évidemment les thérapeutes Oui. pour leur donner des informations par rapport à ça. Donc pour moi, c'est le fruit aussi d'un grand nombre d'années de recherche, etc. Parce que j'ai commencé dès la fin de mes études de médecine, si je peux parler un petit peu de mon Ah oui, oui, passé. oui, justement, si tu peux te présenter. Bon, tout le monde te connaît, mais il y a peut-être deux, trois personnes qui ne te connaissent pas. Alors, est-ce que tu peux rapidement dire, tu es médecin, etc., etc., tu peux te présenter? Voilà, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Reprenons par le début, par le Voilà. démarrage. Voilà. Donc, je suis Luc Bodin, je suis un ancien médecin, je suis diplômé en cancérologie clinique. Je ne suis pas cancérologue, mais j'ai une compétence grâce à ça, grâce à ce diplôme en cancérologie clinique. Je suis spécialiste en médecine naturelle, en beaucoup de domaines, en médecine de soins énergétiques. Je suis par ailleurs auteur et conférencier. Voilà, donc c'est pour me replacer rapidement. Alors, pour revenir un petit peu à ce que je disais, c'est qu'en fait, dès la fin de mes études, j'ai été passionné par les médecines naturelles et c'est là que j'ai commencé à faire mes premières spécialités qui étaient l'acupuncture, l'homéopathie et la sophrologie, qui m'ont suivi pendant tout le cursus où j'exerçais la médecine. Maintenant, je n'exerce plus du tout. Maintenant, j'essaye de transmettre un maximum. Quoi qu'il en soit, à la fin de mes études, j'étais encore interne. Ma mère a fait une grave rechute de son cancer qui m'a beaucoup interrogé parce que il y avait plein d'éléments, excusez-moi, il y avait plein d'éléments que je ne comprenais pas dans cette rechute. Et je l'ai bien sûr, comme j'étais interne à ce moment-là, je l'ai piloté dans les différents services hospitaliers qui l'ont très bien suivi, très bien soigné, très bien accompagné. Donc ça, je les remercie encore pour tout ça. Mais seulement, j'ai vu aussi les lacunes que pouvait présenter la médecine conventionnelle. Alors, pendant mes 25 années d'exercice, c'est là que j'ai fait beaucoup d'études de recherche et j'ai suivi beaucoup de formations dans la médecine naturelle qui m'ont ouvert sur d'autres dimensions. Donc, j'ai fait la phytothérapie, l'aromathérapie, l'ostéopathie, la microimmunothérapie, etc. Donc, je ne vais pas faire la liste, c'est pas très intéressant, mais j'ai aussi me suis beaucoup intéressé également à la puissance de la pensée, penser sur le corps, qu'on pouvait avoir, on connaît avec l'effet placebo déjà, avec l'effet du stress, qui lui est l'inverse de l'effet placebo, qui va plutôt nuire. Quoique dans l'effet placebo, on connaît bien l'effet placebo, mais il faut savoir aussi qu'il existe un effet nocebo. Oui, C'est-à-dire c'est que ça, oui. voilà, des personnes prennent un médicament qui contient de la poudre de perlimpinpin et vont déclencher des effets indésirables alors qu'il n'y a rien dans le produit. Donc ça tout,
quoi qu'il en soit, c'est toujours la puissance de la pensée par rapport à ça. Et puis, j'ai travaillé aussi avec les groupes de prière où j'ai vu des résultats assez impressionnants par rapport à ça, mais aussi la prière individuelle. Et puis, bon an, mal an, j'ai développé un certain nombre d'outils qui peuvent être réalisés individuellement par les personnes, parce que c'est bien d'être aidé, de voir des thérapeutes, et ça, je serais le dernier à dire le contraire, mais aussi il y a un certain nombre d'outils qu'on peut utiliser déjà pour soi, par soi-même, sans thérapeute, pour soulager un certain nombre de problèmes, tant physiques que psychologiques. Et donc, je pense à Ho'oponopono, je pense à Aura, je pense à l'EFT, je pense aussi même dans des soins énergétiques qu'on peut apprendre, etc. Voilà un petit peu replacer le schéma général. Et pour le petit clin d'œil, alors que j'avais terminé d'exercer, j'avais arrêté d'exercer plus exactement, j'ai eu un accident qui m'a cassé le bras, et donc le bras droit en plus, et donc j'ai écrit mon premier livre qui était un livre sur le cancer, et tiens-toi bien Sylviane, ce livre faisait 700 pages. Mais il y avait tout depuis le mode de vie, les traitements conventionnels, naturels, psychologiques, etc., etc. Alors évidemment, 700 pages, je n'aurais pas réussi à les placer, mais bon, j'en ai redéveloppé certains thèmes avec certains éditeurs. Mais là, maintenant qu'il y a eu, ça fait quand même bien des années maintenant que j'ai développé d'autres approches et des complémentaires, j'ai beaucoup avancé. Et le livre dont tu parlais tout à l'heure, que je remontre. Voilà. Et ça, c'est un livre. Voilà, c'est le livre de synthèse des 700 pages, mais aussi de tout ce qui a pu arriver de nouveautés sur les plans des médecines naturelles et conventionnelles, mais aussi de ma vision différente de la médecine et de la maladie, en particulier de la maladie cancéreuse, et je remercie aussi au passage beaucoup les malades, les personnes malades et qui m'ont beaucoup éclairé sur cette maladie, et aussi particulièrement je repense à certains ou à certaines qui ont réussi à sortir de cette maladie alors qu'elle était dans des situations extrêmement périlleuses, et donc en travaillant, en comprenant un petit peu leur cheminement, j'ai compris aussi que le point de vue que je développe dans ce livre me semble juste, et je dirais quelque part de simple bon sens également. Oui, c'est ça. Parce que là, il y a une explication. Alors, moi, j'ai trouvé ça fort intéressant. J'avoue que je l'ai reçu quand même il y a un mois. Le cancer, c'est vrai que… Bon, et puis, à un moment donné, je me suis dit, allez, on y va. Heureusement, enfin, je touche du bois, il y a aucun… Mon père était un grand malade, mais il n'y a pas de cancer chez nous. Mais bon, je connais des personnes, évidemment, qui ont eu le cancer. Et je me suis dit, ça, c'est un livre qui est… il est très pédagogue, hein, tu es très pédagogue, ça c'est une de tes caractéristiques, c'est ça que j'aime aussi dans tous tes livres, c'est que vraiment… tu expliques très bien, c'est très simple. Il n'y a pas besoin d'être docteur, comme on dit ici au Portugal, on dit docteur, c'est-à-dire qu'il faut avoir des connaissances universitaires. Non, voilà. Alors tu expliques, et moi ce qui m'a, ce que j'aimerais, on en parle parce qu'il y a voilà, on va pas avoir le temps, il nous faudrait 5 heures et on n'aurait pas fini tout. Et vraiment, je le conseille très fortement, même pour les gens qui, comme moi, bon, heureusement, n'ont pas de cancéreux dans mes proches, mais je veux dire, c'est à titre préventif. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choses. C'est pas seulement les gens qui sont malades, c'est les gens, tout le monde. Aujourd'hui, c'est malheureusement la maladie du siècle. Hein. Donc, une des maladies du siècle avec les AVC et Alzheimer. Donc ça, c'est vraiment un livre que tout le monde devrait lire. Voilà. Alors, mais j'ai pris tout un tas de trucs. Et je voudrais que tu nous expliques la formation de la première cellule cancéreuse. Ça m'a passionné, et je crois que c'est vraiment tout part de là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà, la première cellule cancéreuse, qu'est-ce qui se passe?
Oui, comment se forme la toute première cellule Voilà. cancéreuse? Et, et ça, c'est très intéressant et c'est très important de repartir sur le B à bas pour comprendre à la suite. C'est qu'il faut savoir que pour qu'une cellule devienne cancéreuse, il faut que elle ne réponde pas à un certain nombre d'éléments qui normalement lui disent soit tu te répares, soit tu te détruis, l'autolyse. Et donc, il y a déjà des gènes à l'intérieur de nos cellules qui sont des gènes anti-cancer, je dirais. D'accord. Et donc, quand il y a et eux, ils commencent à insister sur. Donc, pour que, pour que la première cellule se développe, il faut déjà qu'il y ait une mutation génétique ou alors le réveil d'un gène cancéreux dormant. D'accord. Voilà, donc ça peut être une mutation génétique qu'il y ait, par exemple, on connaît bien avec la radioactivité, par exemple, ou avec certains polluants particulièrement toxiques, mais aussi il peut y avoir des personnes qui ont des gènes cancéreux. Alors, il y a encore les dominants et les récessifs, mais des gènes cancéreux qui sont là, latents, dormants quelque part, et qui, à ce moment-là, peuvent se réveiller. Et ce réveil, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans toutes les maladies, y compris le cancer, voilà, tu parlais par exemple de l'Alzheimer, c'est la même chose, c'est qu'il y a très souvent une inflammation chronique locale. Une C'est-à-dire que inflammation chronique, mais alors où? alors, cette inflammation chronique peut venir, par exemple, les gens qui fument vont avoir une inflammation chronique au niveau de la gorge. Les personnes qui ont une infection, par exemple, on connaît le papillomavirus au niveau du, Oui. du col de l'utérus. Il faut savoir que c'est pas encore le germe proprement dit, c'est le germe qui va provoquer une infection et qui ne se guérit pas, parce que Dieu merci, la plupart du temps, ça se guérit spontanément, mais dans certains, selon les souches, ce ne sera pas, et c'est quand ça persiste, cette infection qui provoque localement une inflammation. Cette inflammation va à ce moment-là favoriser des multiplications, des divisions cellulaires accélérées, et comme il y a des divisions accélérées, il peut y avoir des erreurs dans les divisions. C'est un peu, donc il y a à ce moment-là des mutations qui vont favoriser aussi ce genre de choses. C'est ce qu'on retrouve aussi chez les personnes qui sont en surpoids, par exemple, parce qu'en surpoids, l'organisme est obligé de développer beaucoup plus les divisions cellulaires pour les maintenir en forme, si je peux dire, et donc là encore, ça favorise la maladie cancéreuse. Donc, des mutations présentes ou générées qui vont, à ce moment-là, la première étape, c'est on a des gènes qui, normalement, nous disent à destruction automatiquement, soit réparation, soit destruction. Donc, il faut, en deuxième étape, il faut déjà qu'on ait aussi ces gènes qui soient inactivés. Donc, il faut une mutation ou un réveil du gène. Il faut que le gène anti-cancer soit inactivé. Et puis après ça, dans un troisième temps, il y a aussi l'organisme. L'organisme qui, lui, voyant que la cellule est en train de dégénérer, de prendre un mauvais chemin, eh bien, lui aussi va envoyer l'ordre, soit de réparation, soit de destruction, où il envoie les défenses. Et là encore, il faut que la cellule ne répond pas à ces ordres donc il a fallu un concours de circonstances pour arriver à la formation de la première cellule cancéreuse. Donc ça, évidemment, comme je dis, l'inflammation avec les divisions cellulaires accélérées peuvent très bien expliquer ce phénomène-là, mais après ça, on peut regarder ça aussi autrement. Et si, parce qu'on sait très bien, par exemple, que les défenses immunitaires de la personne, au départ, sont bonnes. Il n'y a que des cas très particuliers, comme on retrouve chez les personnes qui sont sous immunosuppresseurs, etc. Là aussi, ça leur favorise ce genre de maladie, mais c'est parce que les défenses immunitaires ne sont pas bonnes. Donc ça, c'est un cas très particulier, mais pendant la plupart du temps, les défenses immunitaires sont bonnes. Pire, au début, on s'est même aperçu que les lymphocytes T, qui sont des globules blancs défenseurs de l'organisme, protègent plutôt les cellules cancéreuses, un peu comme elles le font pour toutes les cellules de l'organisme. La cellule cancéreuse provient de l'organisme. Alors on peut se dire aussi, ok, soit comme on le dit en médecine, soit
l'organisme n'a pas, les éléments défenseurs n'ont pas fonctionné et puis donc il faut l'aider. Après ça, on peut prendre le problème à l'envers. Et si l'organisme avait laissé exprès? Oui. Ah oui, alors ça, c'est une bonne question. Alors, donc, il y a un terrain, alors, j'ai bien compris que ça doit être activé, tout ça, bon, mais il y a des terrains favorables à cause de mauvaise alimentation, à cause du manque de sport, alors, quels sont les terrains favorables? Bon, tu as parlé des gens qui fument, de l'obésité, ou enfin qui sont en surpoids. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, eh bien, par exemple, imaginons, moi, j'ai tout ça, là, et puis ça se développe pas, mon cancer. Il se développe pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent en moi qui fait que ça s'est pas développé chez moi? C'est une très bonne question. Le premier élément, c'est que d'abord, pour revenir sur ces défenses immunitaires, il faut savoir que nous fabriquerions tous autant que nous sommes des cellules cancéreuses. On a des prises de sang qui permettent de repérer les cellules cancéreuses circulantes chez même les bien portants et on en retrouve. Dieu merci, ces cellules circulantes sont des cellules qui vont être éliminées de notre corps. On peut par contre imaginer qu'il y ait des cellules qui sont entre guillemets dormantes. C'est un peu mon point de vue. Pour moi, personnellement, ça pourrait être ça. Mais si je prends le problème à l'envers par rapport à ta question, moi, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit, dans mes patients, me dire, écoutez, docteur, j'ai toujours fait attention à ce que je mangeais. J'ai jamais fumé, j'ai jamais bu, j'ai fait du sport. Et là, on me découvre un cancer. C'est pas juste. Oui, voilà. Oui. Et c'est pas juste et c'est vrai. Et c'est vrai, quand on le prend comme ça, c'est pas juste, c'est une évidence. Alors, ça veut dire qu'il y a d'autres éléments aussi qui peuvent intervenir. Donc, et pour moi, je l'ai remarqué avec mes patients et j'ai recherché ça systématiquement, c'est qu'il y a très très souvent un choc émotionnel déclencheur. Oui. Il y a très souvent un choc émotionnel. C'est-à-dire, c'est lui qui va mettre le feu aux poudres et qui va faire véritablement exploser les cellules cancéreuses qui étaient là ou qui se sont développées immédiatement. Et souvent, on retrouve ce choc émotionnel important, très important, dans les 3 mois, voire les 6, mais c'est généralement, la grande majorité, c'est les 3 mois, c'est comme si c'était vraiment 3 mois, boum, et avant l'apparition des premiers symptômes. Je répète, c'est avant l'apparition des premiers symptômes. Alors, il y a des personnes, ça va remonter à 6 mois, il y a des personnes, ça va remonter à plus loin, là, c'est beaucoup plus difficile à déceler. Oui, parce que c'est un conflit qu'elles ont depuis longtemps et qui, au fur et à mesure des ans, s'est aggravé, a pris de l'ampleur. Donc, c'est toujours. Mais la notion du cancer, du choc émotionnel, et je répète, c'est pas le choc émotionnel qui est la cause, c'est le choc émotionnel qui est le facteur déclenchant. Oui, d'accord. Parce que je vais donner un exemple. J'avais un patient qui avait un cancer de la vessie et donc il a demandé un jour à son cancérologue pourquoi j'ai ce cancer de la vessie. Et le cancérologue, c'est pas toujours facile de répondre. Et le cancérologue lui dit écoutez, est-ce que vous avez fumé? Il me dit oui, j'ai pas mal fumé dans le passé, etc. Eh bien, il dit ça vient probablement de là. Ok, c'est intéressant, c'est un point de vue qui se tient tout à fait. Mais la question subsidiaire, c'est que si j'étais un ancien fumeur, pourquoi le tabac m'a déclenché un cancer de la gorge, un cancer de la vessie, et non pas un cancer de la gorge ou du fumeur ou du poumon? Voilà, c'est ça, oui. Logique. Oui. Il n'y a pas de réponse à ça avec la médecine conventionnelle. Par contre, avec le choc émotionnel, ce monsieur, j'avais retrouvé que lui était près de la retraite et il était dans un bureau, il avait sa place dans son entreprise, etc., des responsabilités. Et puis un beau jour, on lui a dit, on va vous mettre un petit jeune avec vous qui va venir vous aider. Donc déjà, le petit jeune est venu s'installer dans le bureau, alors que lui avait l'habitude d'avoir son bureau perso. Il va venir vous aider. Et lui, qu'est-ce qu'il a considéré? C'est que ce petit jeune allait lui prendre sa place. Oui, bien sûr, oui. Donc, problème de territoire. Problème de territoire, ça c'est symbolique de la vessie. Ah, d'accord.
Et Oui. donc, ça explique que le choc émotionnel est venu se localiser sur la vessie. Alors, sans vraiment, véritablement, toutes les toxines du tabac qu'il a dû accumuler au cours des ans sont venues se localiser sur cette vessie, et ont déclenché la maladie. Mais il a fallu, c'est le choc émotionnel est souvent là pour déterminer l'endroit du corps qui va être touché et le moment où ça va être touché. Donc pour moi, c'est le point de vue et je me suis, entre guillemets, amusé, intéressé avec mes patients à rechercher toujours ce choc émotionnel qui est la plupart du temps caché. Caché. C'est-à-dire que les personnes ont décidé de vivre ça euh, d'une manière personnelle et sans en parler aux autres, même pas à leur mari ou à leur femme, à leurs proches, etc. Et moi, je me rappelle d'une femme comme ça qui avait un cancer du sein et j'avais eu le triste privilège de lui avoir fait le diagnostic et je vais la voir à l'hôpital quand elle a été opérée et puis je lui dis, je ne comprends pas parce que tel que vous avez ce cancer, quand je regarde un petit peu, ça voulait dire que vous avez eu un problème avec votre conjoint ou une personne qui en tient lieu, et vous ne m'avez jamais parlé que vous aviez quelqu'un d'autre. Elle vivait avec sa mère, etc. Et elle me répond du tac au tac, vous avez raison, docteur, j'avais bien quelqu'un, personne ne le savait, pas même ma mère, et cet homme est décédé 3 mois avant le début de ma maladie. Si vous voulez, c'est que ça permet de ressortir. Souvent, la question est souvent, c'est de dire aux personnes à quoi vous attribuez ce cancer sur le plan psychologique. Et aussi, c'est très intéressant parce que les réponses tombent. Les réponses tombent. Donc, c'est tout comme le stress est aussi un élément qui fait partie un peu comme la malbouffe, comme la sédentarité, comme les addictions, etc., fait la pollution. Il y a même les médicaments, certains médicaments et certaines thérapies médicales, que c'est pas une critique du tout là-dessus parce qu'on en a besoin aussi par ailleurs, mais ils peuvent aussi générer des problèmes cancéreux également. Donc tout ça, il y a une accumulation sur le plan physique. Nous sommes pollués parce qu'on sait qu'on a tous des pesticides, on a tous une mauvaise alimentation, donc avec l'alimentation industrielle, etc. On a tous tendance à la sédentarité, on a tous tendance au stress. Donc sur le plan physique, voire psychologique, déjà, on est déjà prêt quelque part et il ne manque plus que la petite touche finale. Et c'est pour ça que, à mon sens, on pourra travailler, on pourra parler plus en détail encore sur ce choc émotionnel qui est très important et à comprendre jusqu'où vont ces racines, et ça c'est très très important parce que c'est là, la racine, c'est vraiment là que se trouve le problème. Mais c'est pour ça que quand je l'explique dans le livre, c'est que c'est une maladie qui fait un tremblement de terre dans la vie de la personne. Les personnes le disent très bien, il y a une vie avant le cancer. Une vie après, oui, bien sûr. Mais il y a les causes physiques, et Dieu sait qu'on sait très bien qu'il y a les causes physiques, etc., et on les a suffisamment étudiées en médecine pour le savoir. Il y a les causes du terrain, des terrains favorables, etc. Voilà. Après ça, il y a les causes psychologiques, qui peuvent être les chocs émotionnels, qui peuvent être le stress, mais ce choc émotionnel et la localisation aussi sur le corps, ça donne une symbolique. Le corps est un symbole. Et nous est en train, pourquoi ça vient se localiser sur le foie et pourquoi pas le pancréas et pourquoi pas pourquoi justement? Parce que je vais parler du choc émotionnel, mais il y a aussi la symbolique. Chaque organe a une symbolique, la symbolique du corps. Et à travers ça, notre être nous parle. L'être nous parle en nous disant, avec le choc émotionnel, il est en train de nous dire, là, tu vois, t'as quelque chose dans ta vie qu'il faudrait que tu solutionnes, un conflit, un problème, où tu es peut-être trop rigide sur tes situations, etc. Il essaye de nous parler, mais pas pour nous embêter, pas pour nous punir, ça faut sortir de ça, c'est simplement pour nous indiquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. La symbolique aussi va aussi nous le confirmer. Pourquoi ça vient sur un foie? Par exemple, le foie, c'est la peur de manquer. Peur de manquer de quoi? Ça peut être la peur de manquer d'amour, d'argent, de nourriture, de logement, de tout, de sécurité, ça peut être le sens large. Donc, c'est toujours, là, ça nous parle. Et donc, le choc émotionnel nous indique ce qui ne va pas dans notre vie, mais ça nous indique qu'il faut changer. Oui, voilà, c'est ça. Parce que de le savoir ne mène à rien, c'est vraiment de changer, d'arriver à changer en fonction de ce qui nous est dit. Et si on va encore plus loin que ce choc émotionnel
primaire, c'est-à-dire c'est que qu'est-ce que qu'est-ce que veut dire ce choc? Il veut dire qu'il y a des choses à changer, comme je viens de vous le dire. Mais changer pour aller où? Changer pour aller où? En fin de compte, c'est changer pour que nous retrouvions le chemin de notre vie, Un notre sens à route. sa vie, c'est dont tu parles dans ton livre. Trouver un Voilà. sens à sa vie, c'est ça. Retrouver le sens de sa vie, Retrouver un sens. retrouver le sens, retrouver son chemin de vie, et c'est vraiment l'élément le plus important. Et c'est pas une punition, là encore, c'est que c'est simplement nous remettre sur ce chemin de vie et qui est rien d'autre que le chemin de notre bonheur et qui va nous amener aussi vers la lumière. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce choc émotionnel n'est pas arrivé comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. C'est qu'il y a eu des précédents. Et les précédents sont venus et peuvent remonter là, même à la petite enfance ou à la tendre enfance. Il y a des programmants, comme on dit. Et c'est-à-dire, c'est il y a eu souvent des moments où, autrefois, notre être nous a passé des intuitions, nous a passé des informations, nous a donné des synchronicités pour nous montrer là où on devait aller. Il nous a peut-être amené des situations conflictuelles, des petites, rien de méchant, mais des petites, simplement pour nous dire, attention, tiens, tu as un petit truc à résoudre. Puis nous, Ouais, on n'a pas regardé. Ouais. qu'est-ce qu'on fait? On se dit Tintin, et donc là, on oublie la personne, on oublie le problème, et à ce moment-là, on va le mettre dans l'inconscient. Mais celui-ci va ressortir. C'est parti. Alors, bon, après les péripéties du Zoom, tu disais que ce n'est pas par hasard, ce n'est pas un coup de tonnerre qui est arrivé dans un ciel bleu. C'est-à-dire qu'il y a eu, apparemment, il y a eu des petits coups de tonnerre avant ou des petits éclairs et on ne les a pas vus ou entendus. C'est ça. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Il y a eu des précédents, comme on dit, et souvent même quand on travaille sur les chocs émotionnels, sur les facteurs déclenchants, il y a ce qu'on appelle aussi les programmants qui ont fait que le vécu de cette situation a été un choc et un conflit pour la personne et pas pour une autre personne. Ce sera peut-être Oui, voilà. un désagrément, mais pas plus. Mais quoi qu'il en soit, c'est que avant de déclencher une maladie aussi importante que peut être le cancer, il y a eu d'autres appels. C'est les appels de notre être. Les appels de notre être qui essayent de nous faire comprendre gentiment au départ que nous ne sommes pas tout à fait en train de suivre notre chemin, notre route. Donc ça va commencer par, et ça je remonte à beaucoup d'années, voire des décennies, ça va commencer par des ressentis, des intuitions, des synchronicités, des petites voix dans la tête, etc., qu'on met de côté parce que nous sommes en train de vivre dans une société qui nous oblige à développer certains aspects de notre vie pour rechercher l'argent, la puissance, d'avoir une belle télévision, etc. Et donc, on répond souvent à ces demandes, mais l'être qui est derrière est en train de nous dire, oui, c'est bien d'avoir une belle télévision, mais c'est pas ça. T'es pas venu là sur cette terre pour avoir ça. Enfin, il y a des choses qui sont plus importantes que ça. Et ou donc, pas que ça, pardon, ou pas que ça. Voilà, c'est ça. Parce que on a le droit d'avoir des plaisirs, voilà. d'acheter, etc. Mais il ne faut pas confondre plaisir et bonheur. Donc, on a le droit d'avoir des plaisirs. On a le droit d'aller au restaurant avec les amis pour passer une belle soirée. Ça fait partie des plaisirs. Mais le bonheur, c'est quelque chose qui nous vient de notre intérieur et qui est important. Alors, donc, et donc le bonheur, on l'a quand nous sommes sur notre chemin. Pas plus compliqué que ça. Alors, on laisse tomber ça, et puis arrivent des petites situations, des petits conflits, des petites choses comme ça. Et donc, là encore, on les met à la poubelle, dans la poubelle de notre inconscient, et ça ressort, un autre conflit un peu plus fort, et on refait l'inconscient et ça ressort. Et donc ça, c'est des conflits qui reviennent, ça dépend des personnes, ça revient tous les ans, tous les 3 ans, tous les 5 ans, tous les 10 ans, mais ça revient périodiquement parce qu'on n'a toujours pas solutionné. Et puis un beau jour, ça va commencer à s'inscrire dans le corps. Quand tout l'extérieur, on n'a pas entendu les signaux de l'extérieur, ça va commencer à s'inscrire par l'intérieur. Alors ça peut se traduire par un problème cutané, par une petite douleur articulaire, un petit trouble digestif, etc. Et là aussi, très souvent, on prend des comprimés, des machins pour faire passer le mal et sans travailler sur ce que veut dire le corps. Et donc, à la fin, ça finit par déclencher une maladie
plus importante, pour un petit peu comme si l'être était en train de mettre un petit peu l'individu au pied du mur en disant, bon, ben voilà, maintenant, Ouais. si tu veux guérir, bien sûr, il y a tout le mode de vie qui est important, et je serai le dernier à dire le contraire, mais il va falloir que tu comprennes ce que veut dire la maladie et que à partir de là, tu changes. Et ça, à partir de là, c'est à partir du moment où on change, on va aller sur si on suit ce qui nous est indiqué, on va retrouver notre chemin de vie et qui est le chemin du bonheur. Et je voudrais citer un, un personnage pour qui j'ai beaucoup d'admiration, c'est le docteur Bach, le docteur Édouard Bach. C'est lui le père des fameuses fleurs Fleur de de Bach. bac, oui. Voilà. Mais donc, qui sont très, très intéressantes. Mais on oublie très souvent sa philosophie, la philosophie qu'il avait derrière et qui est très, très belle. Et il disait très simplement, nous tombons malades. Nous tombons malades lorsque nos actions dans le quotidien, dans la vie matérielle, etc., ne sont pas en adéquation avec nos aspirations profondes. De l'âme, quoi, finalement, de De notre là, âme. de notre âme. C'est parce que là, je parle de l'être, mais je pourrais parler plutôt de l'âme qui est dans la souffrance parce que elle n'est pas nourrie comme elle le devrait, elle n'est pas nourrie comme elle le devrait parce que nous ne sommes pas sur notre route. Donc, Voilà. la maladie est là pour nous faire un rappel pour nous ramener sur notre route. Et quand on reprend notre route, on retrouve le chemin du bonheur et ça nous dirige vers la lumière. Et donc, c'est là que l'âme est véritablement consciente. Donc, ça veut dire au départ, si on reprend le problème dans l'autre sens, au départ, il y a une souffrance de l'âme, une souffrance de l'être parce que nous suivons des préceptes qui ne sont pas en adéquation avec nos aspirations, avec ce que nous sommes véritablement. On répond aux motifs de la société, mais on ne répond pas aux motifs de notre être. Et donc, à ce moment-là, on va commencer à y avoir une souffrance à l'intérieur de nous, et on va essayer de la combler par justement l'insatisfaction. On va essayer de la combler peut-être par les plaisirs de la vie, en multipliant les plaisirs, en s'apercevant que même si on a une belle télévision, et il nous en faut toujours une plus grosse, il faut toujours la changer, il faut toujours changer l'ordinateur, le téléphone portable, etc. Il faut toujours être au dernier cri, etc. Mais aussi, ça va se traduire par des troubles de comportement. Et c'est là qu'il va y avoir soit des personnes qui vont avoir tendance à grignoter, à manger pour combler Combler le vide. l'insatisfaction qu'il y a en elles, et ça peut être aussi des addictions. Donc, à ça s'ajoute la pollution de notre société, etc. Donc, déjà, on comprend que cette souffrance de l'âme est responsable, enfin, plus exactement, nous sommes responsables d'essayer de mettre un mouchoir dessus pour l'éteindre, et en fait, on ne comprend pas, parce qu'on nous a jamais appris au départ, on nous a dit, Non, c'est ça ce que tu c'est ça dois le faire. problème, oui. Tu dois développer ton niveau social, tu dois développer La compétition, toujours plus. Et puis, on est toujours dans une insatisfaction. Insatisfaction parce que ça répond pas à notre être véritable. Donc, à ce moment-là, il y a des modifications dans notre comportement qui sont délétères déjà pour notre santé. Et puis après, arrive le stress aussi parce que là encore, on se sent tiraillé, on sent qu'il y a une aspiration qui est de côté de notre être. Et puis, il y a l'aspiration de la société. Donc, ça amène des stress. On perd la confiance en soi. On se dévalorise facilement. On va oublier les véritables sentiments que nous devrions avoir pour nous tourner vers la jalousie, vers l'agressivité, alors que nous ne sommes pas heureux quand nous sommes ça. Nous sommes heureux quand nous sommes dans la compassion, dans l'empathie, Oui, la dans bienveillance, bien la sûr. bienveillance. Et c'est là que nous sommes heureux. Donc, ça nous montre bien où se trouve notre chemin, là encore. Et donc, tout ça fait qu'il y a une souffrance sous-jacente qui est souvent expliquée par d'autres phénomènes, par des phénomènes de vie, de vécu, etc. Mais il y a cette souffrance, et à force, eh bien, à ce moment-là, ça finit par s'inscrire dans le corps, sous forme de petits trucs au départ, une Oui. petite frite, un petit machin, et puis ça va aller Ça va crescendo. aller crescendo pour arriver peut-être jusqu'au cancer. Hein. Alors, Ouais. donc là, ça c'est bien, il y a le choc émotionnel. Bon, alors,
on a le cancer. Voilà, on a le cancer. On est. Alors évidemment, tu le dis toi déjà comme ancien médecin, tu le dis. On jette pas l'eau avec le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire, il faut évidemment toutes ces thérapies, enfin pas alternatives, mais à côté, la phytothérapie, tout ça, c'est à côté. Il y a aussi à traiter médicalement parlant, le corps. Hein, c'est ça que tu dis dans ton livre. Une chose n'empêche pas l'autre. Il faut vraiment continuer à écouter nos médecins, quoi. Ah, et c'est pour moi, c'est essentiel, c'est essentiel. C'est-à-dire que, comme je viens de l'expliquer un petit peu, c'est une maladie qui touche l'être dans sa globalité. L'être sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan énergétique, j'en ai pas parlé, mais on trouve des blocages énergétiques, etc. Et sur le plan mental, sur le plan spirituel. Donc, ça touche l'être de surtout, et le traitement, je dis le traitement va toucher tous ces aspects. Je dirais qu'aujourd'hui, sur le plan physique, pour le plan physique, il y a d'abord, le b.a.-ba, c'est que la personne retrouve et refasse une hygiène de vie correcte. Oui. Et moi, je dis toujours, attention, quand vous avez un cancer ou une maladie grave, ce qu'il faut, c'est considérer que votre corps devient un temple. Et donc, tout ce que vous devez manger, boire, respirer, vivre, doit être de la lumière, des paillettes de lumière, doit être positif. C'est pas, on y a déjà lutté contre la maladie, donc il ne faut pas lui en rajouter d'autre part. Et puis, à partir du moment où ça, c'est l'assise importante de tout traitement. Et c'est là que le patient peut véritablement participer à son traitement. Il y a eu des études comme ça de fait avec des personnes qui avaient le cancer de la prostate et qui avaient fait suivi un protocole où ils avaient changé justement leur mode de vie. Leur mode de vie, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Une alimentation équilibrée qu'on leur avait conseillée, on leur avait donné quelques nutriments, ils faisaient une demi-heure de marche par jour, ils faisaient une demi-heure de méditation par jour, ils faisaient partie d'un groupe de parole une fois par semaine, et on s'est aperçu déjà au bout de 3 mois des changements au niveau de leur génome. Donc, les gènes malheureux de cancer avaient tendance à se fermer, etc. Donc, ce qu'il faut, c'est bien comprendre que rien n'est jamais écrit. Donc, c'est la première chose, c'est changer son mode de vie, et c'est la base de tout. On peut pas, les traitements sont d'autant plus efficaces qu'on part sur des bonnes bases. Après ça, il y a le traitement conventionnel, et pour moi, c'est essentiel, parce que qu'on le veuille ou pas, c'est que c'est le seul traitement, sont les seuls traitements qui ont véritablement montré leur action. Et quand on fait des études en cancérologie, c'est pas sur 30 personnes ou sur 100 personnes, c'est sur des milliers de personnes, voire de temps en temps les méta-analyses qui vont regrouper plusieurs analyses, ça peut monter jusqu'à plusieurs centaines de mille de personnes. Donc c'est quelque chose qui est qui a été bien étudié, quoi. Est très très bien étudié parce que maintenant il y a des protocoles internationaux qui remis à jour tous les ans qui vont dire pour tel cancer à tel stade de son évolution avec selon ce qu'il a comme petit gène, comme petit marqueur, etc. Selon ce qu'il a ou pas des métastases, etc. C'est tel protocole qu'il faut suivre parce que c'est ce protocole-là qui a le plus de chances de succès. Qui a le plus de chance, on est bien d'accord. C'est pas écrit non plus. Hein. On n'est pas dans le 100%, mais ça dépend. Il y a quand même des cancers, ça peut aller jusqu'à dans les 100%. Donc là, c'est pour ça que pour moi, le traitement conventionnel est la base. Après ça, il y a les traitements naturels. Les traitements naturels, ils sont extrêmement intéressants. Mais le problème des traitements naturels, c'est que, évidemment, on n'a pas d'études qui peuvent se comparer à celles qui sont faites en médecine conventionnelle. Oui. Donc, en plus, c'est des études qui vont faire, par exemple, avec quelques dizaines, voire une centaine de personnes, qui vont prendre le cancer, ou les cancers dans leur généralité, alors que les autres sont en train de travailler sur un cancer à tel stade, à telle précision. Donc, c'est totalement différent. Évidemment, c'est-à-dire même une plante, selon que la personne est en début de sa maladie, en cours d'évolution, en cours de métastase, etc., est-ce que la plante va avoir les mêmes effets positifs? Donc, on manque d'études, et comme on manque d'études, on peut les placer comme médecine complémentaire. Mais
il ne faut pas négliger. C'est que les médecines, moi j'ai regardé les plantes, tous les traitements nutriments, les nutriments, etc., les huiles essentielles et tout ça sont très très intéressantes. La plupart du temps, ce qu'on obtient sont des allégations, ou c'est des personnes qui vont avoir des témoignages de réussite, ou des personnes qui disent oui, j'ai eu des bons résultats. C'est bien, c'est très bien, c'est très intéressant. Sauf que il y a des témoignages de réussite, mais ceux qui n'ont pas réussi avec ce traitement, ils sont pas là pour nous le dire non plus. Donc Voilà, bien sûr. combien ça fait au total? Il faut rester très prudent par rapport à ça. Mais par contre, les traitements naturels peuvent aider la personne pour renforcer son état général. Il y a des plantes, des nutriments. Ça va pour renforcer aussi les traitements conventionnels, même leur efficacité. Avec certaines huiles, par exemple, vont améliorer la radiothérapie parce que ça va rendre les cellules plus poreuses, plus réceptrices. Ça va aussi permettre de minimiser les effets indésirables, donc des chimios, des radiothérapies, et donc c'est pas négligeable non plus. Et puis après ça, il y a des plantes qui sont véritablement visées, qui vont agir contre le cancer. Alors, comme je le dis, jusqu'à quel point est-ce que c'est valable pour tout? On n'a pas ces informations, on en manque, mais on peut quand même. Alors ça, c'est tous les traitements naturels et conventionnels sur le plan physique. Après ça, il y a toujours un travail à faire important sur le plan énergétique. Là aussi, l'énergie peut apporter énormément de choses en remontant le niveau énergétique de la personne parce qu'elle est dans une situation d'énergie basse. Dans ce cas-là, elle va nettoyer l'organisme, elle va lutter, elle va travailler aussi sur le choc psycho-énergétique qui a pu être le facteur déclenchant. Elle peut même travailler sur la tumeur. Donc, c'est vraiment un outil supplémentaire. Après ça, on va travailler sur le côté psychologique. Psychologique, c'est bien sûr l'aide contre le stress. Parce que c'est évident que les personnes qui ont un cancer ont maintenant une épée de Damoclès au-dessus de la tête et qui n'est pas facile à vivre. Oui, c'est ça, oui. Ah oui, on les comprend. C'est lourd, hein, c'est lourd. C'est lourd, il y a beaucoup de personnes qui font des dépressions. Donc là, déjà, quand il y a des personnes qui avaient des dépressions dans un cancer, je leur disais, pas de culpabilité. C'est logique. C'est logique, pas de culpabilité. Mais seulement, il ne va pas falloir non plus se complaire dans cet état-là. Donc, on va tout faire personnellement, elle, la personne, et le médecin pour l'aider à sortir de ça, pour essayer de lui retrouver son dynamisme. Donc, il y a les émotions qui vont travailler sur le choc émotionnel, sur la symbolique, etc., comprendre ce que ça veut dire. Et puis après ça, c'est rechercher le sens de sa vie. Rechercher le sens de sa vie, et souvent ça nous est plus ou moins indiqué par la symbolique, par le choc émotionnel. Rechercher le sens de sa vie est très très important parce que c'est lui qui va donner, je dirais, le turbo, parce que si d'un seul coup on se dit, voilà, moi si je guéris, je veux faire ça de ma vie, là je peux vous dire que ça donne une force importante par rapport à ça. Après ça, il y a encore un autre pan qui est très important et qu'on remet toujours à plus tard dans notre vie, c'est que quel est le sens de la vie? Quel est le sens de la vie? Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette terre? Qu'est-ce qu'il y a un Dieu, etc. Ça, c'est une recherche personnelle qui ne peut faire que chacun a sa réponse, mais ce qui est important, c'est d'y réfléchir. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Est-ce que la mort, c'est fini ou est-ce qu'on continue après la mort? Donc, c'est tous ces éléments qui sont très importants à développer par rapport à ça. Et j'avais eu le cas d'une femme qui avait comme ça un cancer extrêmement avancé et à un moment, elle a tout fait pendant des années pour lutter contre. Puis elle s'est beaucoup lancée dans la spiritualité, la prière, dans sa religion, je ne sais plus laquelle c'était, mais peu importe. Et à un moment, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, au début, il y a la révolte. Pourquoi moi? Pourquoi moi, oui. Donc après ça, il y a une période où on va être dans le contrôle. Moi, j'avais souvent, et c'est pas une remarque désobligeante que je vais dire, c'est au contraire, je ferais peut-être la même chose si j'étais à leur place, c'est qu'il m'arrivait avec des courbes, avec les marqueurs tumoraux, la courbe de leurs marqueurs tumoraux qui montent, qui descendent, etc. Donc, mais si vous voulez, c'est que nous, en tant que médecins, quand un marqueur change d'un point en plus ou en moins, on en tient guère compte parce que c'est pas significatif. Par contre, quand on voit quelque chose qui monte comme ça, là où qui monte vite, là, oui, ça attire l'attention, etc. Mais le patient, rien qu'avec un point, ça commence à le stresser. Mais c'est parce qu'ils sont dans le contrôle. Mais là, encore, c'est pas une remarque désobligeante. Je
le comprend et je ferai certainement la même chose. Mais à un moment, justement, et c'est souvent un bénéfice d'ailleurs quand les personnes vont sur des lieux sains, c'est qu'ils voient plein d'autres patients malades, de tas de maladies, etc. Et là, d'un seul coup, ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls. Et donc, d'un seul coup, il y a un lâcher-prise. Et c'est ce qu'a fait cette femme. Elle a fait un lâcher-prise complet. Je fais mon maximum pour m'en sortir, mais maintenant, Inch'Allah, si Dieu le veut, et elle s'en est remise complètement, tout en continuant d'œuvrer, de travailler, de faire tout pour s'en sortir, mais elle a dit maintenant, c'est le divin qui décide. C'est le divin qui décide. Alors là, on peut donc guérir où on a des phases de rémission très importantes. Hein. Donc là, enfin, moi, il me semble, d'après ton livre, puisque j'avais compris du cancer ou de n'importe quelle maladie, quelle que soit la maladie, hein, la maladie, quand elle attaque le corps, enfin, quand on en est au corps, moi je disais, c'est notre dernier rempart. Le corps, on a entendu tout plein de trucs. Enfin, on les a entendus, mais pas écoutés. Voilà, il y a eu des choses et on ne les a pas écoutées. Donc, c'est vraiment le dernier rempart. Donc, tout le monde ne guérit pas. Il ne faut pas non plus se leurrer. Tout le monde ne guérit pas. Et pourquoi est-ce que tout le monde ne guérit pas, finalement? Voilà, excuse-moi, je ne sais pas si on peut poser la question, mais pourquoi est-ce que tout le monde ne guérit pas? Eh oui. Bon, déjà, je dirais quelque part, sur le plan médical, on sait très bien que tout va dépendre du stade dans lequel il va être découvert. Il va être découvert parce que, puis évidemment, on sait aussi que certains cancers sont plus péjoratifs que d'autres. Oui. Hein, pratiquement, par exemple, le pancréas. Mais il ne faut pas non plus se laisser influencer par ce genre d'éléments. Parce que, par exemple, si je donne un chiffre, n'importe quoi, il y a un cancer où il y a un risque de décès de 80% en un an. Donc, tout le monde voit les 80%. Mais on ne voit pas les 20%. Moi, je regarde les 20%. Pourquoi il y a 20%? Et moi, je serai dans les 20%. Voilà, donc rien n'est jamais écrit et on n'est pas des pourcentages, on n'est pas des statistiques, donc c'est important. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des personnes, j'en voyais beaucoup, qui prennent les problèmes un par un, c'est-à-dire que je les voyais souvent dans mon cabinet, ils me disaient, ils arrivaient et puis ils me disaient, bon, bah, j'ai fait les traitements conventionnels, ça ne marche pas, ça rechute, je n'avance pas, je viens vous voir pour me conseiller des remèdes naturels. Je comprends, mais seulement on a perdu du temps. On a perdu du temps. C'est pour ça que je dis, tous ces traitements ou ces approches, plus exactement, doivent être faites en même temps, en concomitamment, donc un petit peu en avance comme ça, etc. Parce que là, alors c'est évident que même si au stade où, bah oui, j'ai pas eu le résultat avec la médecine conventionnelle, donc je me tourne ailleurs, c'est très bien. On aura toujours des choses à faire. Et puis, il y aura des personnes aussi qui ne sont pas prêtes à changer. Oui, voilà. Parce que vous savez, du genre, il faut pardonner. Ah oui, moi je veux me libérer de cette situation, mais me pardonner à cet infâme conchon de salopard, il n'en est pas question. On veut solutionner le problème, mais on ne veut pas pardonner. Voilà, c'est ça. C'est dur des fois. Il y a un antagonisme. Ou alors on est rigide sur notre position, on a pris une position, on ne veut plus bouger, et puis si là on nous dit il faut que tu assouplisses tes positions, et on dit non, parce que si je souplis mes positions, c'est comme si je me mettais à genoux devant lui, voilà, et je me mettais à genoux. C'est exactement ça. Bah oui, on fait tous, ou les rancœurs qu'on garde contre telle ou telle personne qui nous a fait telle ou telle chose, etc. Les humiliations qu'on a pu ressentir également. Donc tout ça sont autant de souffrances et qu'il va falloir arriver à transmuter. Et donc il y a des personnes qui sont prêtes à le faire parce que cette maladie, elle nous demande de nous nettoyer sur le plan physique avec une bonne hygiène de vie, sur le plan psychologique, de nettoyer les conflits anciens ou récents pour vraiment nettoyer le stress, etc. Nettoyer sur le plan énergétique, retrouver le sens de sa vie. Et donc, il y a une recherche, il y a une évolution personnelle par rapport à ça. Et puis, après ça, rechercher le sens.
Et ce qui m'a fait de la peine il y a quelques temps, il y a peut-être un an ou deux, ça m'a fait beaucoup de peine parce que j'ai vu une étude médicale, scientifique, qui était sur les cancers du sein et qui disait qu'en fait, 60% des femmes qui ont eu un cancer du sein et qui sont en guérison ou en rémission, comme on dit en médecine, eh bien, n'ont pas changé leur mode de vie. Donc, c'est à la fois bien parce qu'elles ont repris leur mode de vie, mais à la fois mauvais parce qu'elles n'ont pas compris Elles n'ont pas compris qu'il fallait changer. voilà, C'est ça. il fallait changer. Et ça m'a fait de la peine parce que les mêmes causes redéclenchent toujours les mêmes effets. Donc, on met toujours le verre dans le feu. Et je vais donner encore un autre petit élément qui m'a ouvert de grandes perspectives également. Une grande perspective, c'est que j'ai lu il y a bien des années un article dans le quotidien du médecin qui disait qu'il y avait un chercheur, un scientifique, je crois que c'était en Israël à l'époque, enfin peu importe, et qui avait donné un certain dérivé de vitamine A à des personnes qui avaient des leucémies, un certain type de leucémie, et qui obtenaient des taux de guérison absolument fantastiques. Et surtout, il s'apercevait que les cellules reprenaient leur aspect normal. Normal. Moi, j'ai trouvé ça absolument incroyable parce qu'en médecine, on nous explique que la cellule cancéreuse subit tellement de mutations et de mutations et de changements qu'un retour en arrière n'est pas possible. Et donc là, j'ai pris mon bâton. Alors, j'ai commencé à interroger à droite, à gauche, mes collègues, etc. Ils n'ont pas l'air de les avoir beaucoup intéressés, mais moi, j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Et donc, j'ai commencé à checker et je me suis aperçu qu'on connaissait en médecine ce qu'on appelle les cellules révertantes. Oui, c'est ça, tu en parles, oui, c'est ça. Voilà, des cellules qui redeviennent normales, mais il y en a qui le font spontanément. Il y en a qui vont même le faire au cours des chimiothérapies. Donc, elles ne vont pas forcément être détruites, elles vont reprendre leur fonction. Il y a certains remèdes qui pourraient aussi le faire. Donc, ça nécessiterait des recherches, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourrait imaginer pour le futur des remèdes qui non pas cherchent à détruire, mais qui cherchent à transmuter, à faire revenir. Parce que c'est à revenir à l'état normal. Parce que si on reprend un petit peu ce que j'expliquais, eh bien, OK, on a cette maladie parce qu'on n'a pas compris, on n'a pas voulu changer. Oui. Bon, et donc, à ce moment-là, je ne sais plus, j'ai perdu le fil, excuse-moi. Revertante, c'était les cellules revertantes. Les revertantes, voilà. Donc, oui, là, j'ai quand même perdu le fil. Non, c'est-à-dire que ça ne serait pas elles reviennent, les cellules reviennent à l'état normal, c'est sûr. Donc, on pourrait ça. imaginer dans l'avenir d'avoir des traitements qui non pas cherchent à détruire, mais cherchent à les faire revenir. Parce que c'était là où je voulais en venir, c'est que si la maladie cherche à nous faire changer, et qu'on change, eh bien, la maladie n'a plus lieu d'être là. Et donc, on devrait guérir. Et on pourrait à ce moment-là, et c'est là qu'on peut obtenir aussi les fameuses guérisons miraculeuses. Oui. Et il y a un autre phénomène qui se passe, et c'est ce que c'est important aussi à savoir, c'est que, OK, il y a des personnes qui le voient et qui ne veulent pas changer. Donc là, ça peut être une source justement sur le plan psychologique d'une non-guérison. Oui. Donc là, je m'expliquais, ça va en dépendre du stade du cancer, ça va dépendre aussi si la personne est prête à changer ou à modifier. Après ça, il y a des personnes qui comprennent, mais qui vont changer. Alors, qui vont changer avec un bon traitement, etc. On met un maximum de chances pour elles pour guérir. Mais il y a un phénomène qui peut se passer, c'est qu'elles changent, elles comprennent, et donc la maladie leur a apporté l'évolution de leur être, mais il se peut que ce soit la dernière chose qu'elles avaient à faire sur cette terre dans cette compréhension. Et donc il y a des personnes qui peuvent mourir physiquement, mais guéries spirituellement. Alors, moi, c'est pour ça que je disais à mes patients, faites un deal avec la vie. On ne sait pas ce qu'il en sera pour vous, mais faites un deal avec la vie en sens que vous faites un deal avec la vie, avec l'univers, avec Dieu, avec qui vous voulez, avec qui en quoi vous croyez, et vous dites, OK, si je guéris, si vous me prêtez une vie après cette maladie, eh bien moi, je m'engage à faire de ma vie, de faire dans cette vie telle ou telle action altruiste.
une action altruiste qui répond à notre être, bien Oui, sûr. bien sûr. Et ça peut être mille choses. Ça peut être s'occuper des arbres, des enfants, des restos du cœur, aller faire partie des ONG, etc. Il y a mille façons de se rendre utile, mais il faut que ça réponde à soi. Mais on fait un deal avec la vie, et à ce moment-là, j'ai vu des choses qui, bien sûr, sont, à mon sens, étaient des réponses positives, mais après ça, ça fait partie des croyances. J'ai pas la preuve, évidemment, de dire si elle n'avait pas fait ça, elle serait peut-être décédée en faisant ça, elle a guéri, mais ça n'empêche que j'ai vu quand même des réponses qui étaient extrêmement intéressantes, et ça donne aussi un punch. Oui, du punch pour continuer. C'est un but, finalement. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont pas de but dans la vie. Hein, il y a pas de moteur. C'est pour ça que beaucoup de personnes aussi, quand arrive l'âge de la retraite, principalement aussi des hommes, hein, pour qui le travail c'est tout, et puis au bout, voilà, ils tombent à la retraite. Il n'existe qu'en fonction, je suis directeur de ci ou patron de ça, et puis quand ils arrivent à la retraite, ben, il n'y a plus rien, et il n'y a plus de but, il n'y a plus de, voilà, il n'y a plus de passion, plus rien du tout. Alors, on va, malheureusement, Luc, on va être obligé d'en rester là, parce que moi, je resterai des heures. Et vraiment, ce livre, alors, je le conseille, même surtout aussi, ah ben voilà, ça y est, ça recommence. Alors, je suis désolée, donc on arrivait de toute façon, je ne sais pas pourquoi, maintenant on doit avoir droit qu'à une demi-heure sur Zoom. Donc, je conseille ce livre « Cancer, les chemins de guérison », qui est aux éditions Très Daniel. Donc, c'est une deuxième édition actualisée et augmentée dans laquelle tu développes. Alors, évidemment, on aurait pu rester 4 heures hein, parce qu'il y a tellement de choses dans ce livre. Il est tellement riche, alors bien écrit, bien mis à la portée de tous parce que c'est pas compliqué. Tout le monde peut comprendre. Hein, voilà, on comprend. Et puis, ça peut aussi aider les personnes qui sont témoins d'un de leurs proches ou quelqu'un de leur famille qui malheureusement est atteint du cancer, ça peut les aider. Hein, ça, c'est vraiment, vraiment, ce livre m'a enthousiasmé sur un sujet qui, ma foi, n'est quand même pas très facile, mais qui est utile de connaître. C'est important et c'est vrai, donc dans ce livre, je développe tous les aspects de la cause, mais aussi surtout des traitements naturels, des traitements conventionnels, des traitements naturels, énergétiques, psychologiques et je dirais la recherche de sens. J'aime pas trop employer le mot spirituel, mais j'insiste aussi sur le plan des traitements naturels où beaucoup de personnes sont dans la recherche. Donc là, c'est là aussi que j'ai beaucoup travaillé dans cette deuxième édition augmentée pour faire le point, non pas de tout, parce que je dirais que il y a un nouveau remède qui sort tous les jours, je dirais. Donc, mais c'est faire un petit peu le point sur ce qui me semble juste, de ce qui me semble qui nécessiterait de creuser, etc. Donc, j'ai essayé de travailler, de présenter un petit peu les différents remèdes naturels et j'ai même indiqué un protocole personnel qui pourrait être intéressant à faire en première intention et puis après ça, si vraiment il y avait déjà d'autres remèdes qui peuvent suivre et que j'indique également. Ce que j'ai voulu, c'est vraiment un livre, comme tu le dis, Sylviane, c'est qu'un livre qui soit facile à lire, compréhensible, on va éviter les mots de docteur, etc. Oui, voilà. Et puis surtout qu'il soit pratique. Parce que, pratique, oui, concret, c'est du concret. Hein, c'est du concret, voilà, c'est du concret. Là, vous lisez, et puis ah non, vraiment, puis là, l'édition Très Daniel, vraiment, a écrit. Bon, oui, tout à fait. Et là, ce que je fais, c'est que je donne mon avis. Je ne sais pas si on le voit, mais les caractères sont. C'est très lisible, c'est très. Vraiment, les points généraux sont. Non, il est attractif. Moi, j'aime bien. Il est attractif. Hein, regardez, là, je vous montre, c'est vraiment, c'est clair. Voilà, il est écrit gros. Moi, vraiment, hein, je le recommande chaudement. Bien, on va être obligé de se quitter. Interrompu, mais ça fait rien. Alors, merci beaucoup, Luc, parce que ça a été vraiment bon en deux temps, mais je ne sais pas ce qui se passe en ce moment avec Zoom, mais vraiment c'était formidable. Et je te remercie infiniment de m'avoir accordé cette interview. Et à bientôt. Est-ce qu'il y a un nouveau livre là, que tu vas nous sortir là, dans les tuyaux? J'avais un livre sur les nouveaux talents subtils, découvrir les nouveaux talents subtils. Et oui. Celui sur lequel je suis en train de travailler, c'est sur les soins énergétiques, parce que tu sais que c'est ma spécialité. Oui, voilà, c'est ça, c'est ta spécialité. Les soins énergétiques, mais tiens, toi bien, je fais les soins énergétiques pour les animaux.
Ah, bah ça, c'est formidable. Ah, bah ça, Voilà. alors là, et tu Surtout- vas sortir le livre dessus? Oui, oui, je vais sortir Ah, l'année bah prochaine. tant Il mieux. devrait, il Ah, devrait sortir à l'automne. Tu vois très bien, ton petit très chat qui bien. est derrière, là. Alors, mes chats vont être contents. Alors, ce que je voudrais dire quand même sur cette notion du livre sur le cancer, c'est que je donne mon opinion. C'est Oui. mon opinion. Mon opinion par rapport à la maladie, c'est le fruit de mon expérience, mais je donne aussi mon opinion sur les différents traitements naturels qui sont proposés. Donc, moi, j'aime pas être dans la critique. Je dis Non, ça sert à plutôt, rien. ça m'intéresse pas. J'indique plutôt ceux qui me paraissent intéressants pour moi. C'est tout. Donc, c'est pas un Voilà. jugement par rapport aux autres parce que on peut pas non plus connaître tout. Il y a Non, tellement de mais non, mais non. Mais le livre voilà. est bienveillant, hein. Et puis, il est vraiment très, je dis attractif dans le bon sens du terme, hein. Vraiment, moi, ça m'a vraiment beaucoup plu. On apprend énormément de choses, hein, même si on n'a personne de cancéreux. Voilà, à titre préventif aussi, on peut le lire. Tiens, ça, Oui, c'est oui. intéressant. Et qu'est-ce que c'est la meilleure prévention pour toi, Sylviane? Alors, la meilleure prévention pour moi, c'est bah, l'alimentation, c'est les pensées. Alors là, c'est mon gros dada, ce sont les pensées. Hein, de faire attention, ne pas être dans les pensées négatives, type haine, ceci, cela. Faire attention à notre alimentation. Bon, faire attention aussi à être gentil avec les autres, hein, ça c'est sûr. Et puis bon, moi heureusement, on n'a pas de cancer dans notre famille, donc de ce côté-là, je ne sais pas si c'est héréditaire, j'en sais rien, je veux pas le savoir. Mais et puis avoir une bonne hygiène de vie et être heureux dans la vie, avoir des passions. Moi, je suis quelqu'un de passionné. Je suis toujours en train de faire des choses et à la fin de la journée, je dis zut, voilà, j'ai ça. Là, sous le coude, moi, j'ai un livre qui va sortir février 2023 et un autre que j'ai signé pour un autre projet. Donc, Très voilà, bien. c'est Mais ça, c'est ça. d'abord, félicitations pour ces prochains bouquins. Déjà, je me régale d'avance à devoir les lire, mais aussi, tu as mis le point le plus, à mon sens, le plus important. Le plus important, c'est c'est de vivre en adéquation avec ses aspirations. Ça veut dire que vivre sur son chemin de vie. À partir du moment où on donne un but à sa vie, on Voilà. donne une direction à sa vie, je dirais que bien sûr, je serai le dernier à dire l'hygiène de vie, l'alimentation, l'exercice, etc. Je serai le dernier à dire que ça sert à rien. C'est évident, en tant que médecin, je l'ai vu multiple fois. Mais le plus important, c'est d'être heureux, c'est-à-dire de suivre ses aspirations et de suivre son chemin de vie. Or, il n'y a pas de chemin de vie sans amour. Sans amour, voilà, et sans passion. Et Oui, sans mais passion. Et voilà. l'amour, c'est la clé de beaucoup de choses. C'est la clé, la passion. Voilà. Eh bien, écoute, je te remercie infiniment. Là, je vais voir, parce que nous sommes en fin de parcours. Et évidemment, je t'envoie le lien et tout ça. Donc, merci encore. Et alors, là je prends déjà rendez-vous pour une interview pour l'énergie par rapport aux animaux. Au revoir, Luc. Au revoir, Sylviane. Merci pour tout.